Bonjour et bienvenue sur Sciences Sport Endurance pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Jérémy et un nouvel invité. Comment ça va, Jérémy? Bah écoute, ça va plutôt bien, la forme tout se passe bien. Et toi? Ah, pareil, tout va bien. Et en plus, aujourd'hui, on accueille un invité qui cumule sport de haut niveau et travail à plein temps. Donc, on va pouvoir discuter de cette problématique, notamment pour tous les athlètes amateurs qui se disent que c'est compliqué d'aller s'entraîner après leur travail. Ouais, t'as bien raison, c'est assez compliqué d'allier travail et entraînement. On va pouvoir voir que en fait c'est possible avec un peu de volonté et en mettant des stratégies en place. Ouais, et donc notre invité aujourd'hui, c'est Yann Schrub, qui cumule athlète de haut niveau en athlétisme et également interne en médecine. Salut Yann, comment ça va? Salut, ben ça va bien. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Ouais, bah, de rien. Bon, du coup, pour un peu commencer et permettre à nos auditeurs d'en apprendre plus sur toi, est-ce que tu peux nous dire de quand ça date tes débuts dans le sport et en particulier dans l'athlétisme, si ça a été ton premier sport? Ça n'a pas été mon premier sport. J'ai commencé par le foot tout jeune, donc j'ai commencé comme tout le monde à l'âge de 3-4 ans, je dirais, avec mes copains. Et donc j'ai longtemps performé. J'ai longtemps joué au foot chez moi dans mon petit village d'Arun et puis Alliance 2008 ensuite. Et c'est qu'au collège, à partir de la sixième, où j'ai commencé à faire des crosses du collège, que là j'ai commencé à être, on va dire, dans les premiers. Et mes professeurs qui à l'époque, donc Jacques Staude et ses collègues m'ont repéré, m'ont permis d'aller dans des crosses académiques jusqu'au championnat de France UNSS à l'époque. Et c'est de par ces crosses-là que j'ai commencé d'atteler, qu'on m'a ramené dans mon club actuel, donc l'ASSA, donc c'est Sarreguemines, que je connais, mon coach de toujours, Dominique Kremer, et maintenant depuis peu Anthony Notbert. Donc c'est une longue histoire, donc qui a commencé par le foot, avec longtemps le foot attelé combiné. Et puis c'est à partir du lycée où j'ai vraiment dû choisir une des deux spécialités, parce qu'avec les cours ça commence à être beaucoup, donc que je me suis plutôt lancé sur l'athlé. Alors non pas parce que je préférais, mais initialement c'était plutôt une histoire de performance, et j'avais plus d'avenir, on va dire, dans la course à pied que dans le foot. Donc c'est un petit peu pour cette raison-là que j'ai arrêté à contre-cœur le foot, quoi. D'accord. Et donc c'est à partir de ce moment-là où c'est vraiment devenu une optique de performance au lycée. Alors, optique de performance, je dirais pas forcément, parce que c'était vraiment. Alors, ça dépend ce qu'on appelle performance, encore une fois, mais je pense que c'était plutôt dans l'optique de faire le maximum de choses. Alors, je sais qu'au foot, j'aurais pas pu faire grand-chose, hein, ça aurait vraiment été pour le plaisir. Alors que l'athlé, je savais que je pouvais aller récupérer des petites médailles nationales. Alors après, je pensais loin de là, je pensais pas faire des sélections en équipe de France, mais chercher des petites médailles. Et après, ben, la suite a fait que j'ai perfé un peu plus que ce que je le pensais étant jeune. Mais initialement, non, c'était vraiment pour viser des titres de champion de Lorraine et voire nationaux, mais pas plus, quoi. Ouais, et en parlant de médailles, t'as perfé du 1500 au 10 000. Du coup, c'est quoi ta distance de prédilection ou tes distances sur lesquelles tu sens le mieux? Alors moi j'aime un peu tout. C'est un peu la grande chance qu'on a, je pense, dans le demi-fond, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Moi je fais du 1000 mètres. Alors j'ai fait un seul 800 mètres dans ma carrière, mais je suis loin d'avoir les capacités d'Alexis Miele à pouvoir enchaîner comme ça sur une grande panel de distance. Mais en tout cas, je fais du 1000 mètres, on va dire plutôt 1500 mètres au semi-marathon. Donc j'ai vraiment eu la chance de faire toutes les disciplines en passant par le cross et la route. Après, si je devais choisir entre mes meilleures disciplines, je dirais quand même que c'est le 5000 mètres, 10 000 mètres, parce que c'est là où je pense que j'ai le plus de choses à jouer. Encore une fois, le 10 000 mètres, c'est pas la distance que je préfère, parce que c'est vraiment très long. Les 25 tours de piste, faut les enchaîner mentalement, c'est très dur. Mais c'est la distance où j'ai le plus de choses à jouer, je pense, à l'avenir. Après, j'ai eu une première expérience sur semi-marathon qui m'a vraiment bien plu à Nancy, parce que bon, j'avais des très bonnes jambes, et que le chrono m'a convenu également. Mais au niveau des performances, c'est plutôt le 10 km, quoi. D'accord, ouais, donc t'aimerais vraiment te spécialiser dans le 10 000 mètres et peut-être plus tard enchaîner sur des distances un peu plus longues, c'est ça? Ouais, c'est plus ou moins ça. Alors, pour le moment, c'est vraiment, je vais essayer de travailler le 10 000 mètres. Je viens plutôt du 5 000, donc j'ai encore beaucoup de choses à prouver sur le 10 000 et à travailler sur le 10 000, tout en sachant que, effectivement, si je devais viser les JO dans 3 ans, je ferme absolument pas la porte du marathon, que je
je peux éventuellement essayer dans 1 ou 2 ans. En tout cas, pour le moment, j'ai pas assez de bornes dans les jambes, de kilomètres dans les jambes et d'entraînement pour pouvoir enchaîner 42 kilomètres. Je pense que déjà le semi-marathon, c'était déjà pas mal de pouvoir faire ça avec le peu d'entraînement que j'avais au niveau du kilométrage. Donc une chose après l'autre. Là, pour le moment, je me réserve plutôt sur le 10 000 avec la petite sensation de vitesse encore qu'on peut avoir sur la piste et puis les petits finishes si c'est des championnats. Puis on verra pour la suite, quoi. D'accord, ouais. Ouais, il y a moyen d'évoluer. D'ailleurs, on parlait du coup de travail dans le sport, mais faut savoir que à côté, tu travailles aussi, t'es interne en médecine. C'était une vocation pour toi, un rêve de gosse, ou c'est venu comme ça au fur et à mesure des années d'études au lycée, etc. Alors ça m'est venu effectivement en seconde. Je crois que c'était en seconde parce que mon frère est passé par là. Mon frère, il a 3 ans de plus et il est passé par la médecine, notamment par la première année, qui pour lui était relativement simple. Donc moi de l'extérieur, quand je voyais mon frère travailler en première année de médecine, qui est quand même une année qui fait peur un petit peu aux jeunes étudiants, et ben mon frère l'a passé relativement bien, même mentalement, il l'a bien vécu. Donc moi je me suis dit voilà, il a réussi à le faire, donc c'est pas insoutenable comme les légendes le racontent, donc pourquoi pas. D'autant plus que moi je suis dans le sport depuis bien longtemps et que la médecine du sport est quand même quelque chose qui m'a attiré depuis bien longtemps, de savoir un petit peu comment le corps fonctionne, la physiologie, la physionomie de course, les réactions du corps face à tous les entraînements, comment fonctionne la récupération, la nutrition, l'hydratation. Enfin, c'est vraiment une globalité du corps humain qui m'intéresse vraiment beaucoup et savoir pourquoi je me blesse et comment je peux faire pour remédier à ça. Donc ça m'a vraiment intéressé. Donc ça, c'est vraiment, quand je parle vraiment de la médecine du sport pur, mais tout ce qui est physiologie du corps, pour tout ce qui est maladie chronique, maladie en règle générale, m'intéresse également vraiment beaucoup. Et je pense que mon frère, plus cette chose-là, ça m'a vraiment fait aller vers la médecine du sport, parce qu'au début, j'étais quand même réticent. On veut tous performer dans le sport, et je savais très bien qu'en commençant mes études de médecine, j'allais être bridé à un moment donné. Donc c'est vraiment l'envie qui a pris le dessus sur tout ça. Il a fait que j'ai réussi à avoir, heureusement pour moi, la première année du premier coup. Donc ça m'a mis à l'arrêt, on va dire, entre guillemets arrêt, parce que je continue à m'entraîner très peu, mais tout de même un petit peu, pendant 8 mois, et j'ai réussi à revenir très vite derrière, quoi. Quand tu dis t'entraîner très peu, c'est tu t'entraînais une fois, 2 fois par semaine, ou enfin, tu faisais comment? En première année de médecine, ce que je faisais, c'est que bon, déjà, je voyais avec mon coach, mais effectivement, je n'avais pas de plan défini. Je révisais beaucoup, et dès que j'avais des moments moins bien où j'arrivais plus à réviser parce que je voyais que je saturais, le cerveau, c'est comme tout autre organe, hein. Au bout d'un moment, il arrive plus à assimiler les choses qu'on lui fait faire. J'allais m'entraîner, j'allais courir. Dès que j'en pouvais plus, j'allais courir. Donc c'est souvent 45 minutes, 50 minutes, en nature, toujours en nature, parce que j'avais vraiment pas le mental pour faire des séances de piste, enchaîner les tours, les 400 mètres. Ça, je voulais vraiment pas faire. Donc j'allais que en nature pendant 45 minutes, on va dire 3 fois par semaine. Je faisais souvent des fractionnés, des 1 minute, des 2 minutes, alors pas forcément à fond, mais en fait l'optique c'était vraiment de perdre le moins possible, dans l'optique de revenir assez rapidement derrière. Donc j'avais vraiment pas fait de compétition, c'était vraiment que pour moi, je pensais plus du tout à l'athlète, j'étais vraiment focalisé sur la première année, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc et trois entraînements par semaine pour performer, surtout en 45 minutes, c'est impossible. C'est pour ça qu'en fait, je suis passé de 3,50 au 1500 à 4,13. J'ai vraiment perdu pas mal de précieuses secondes sur mes courses. Mais derrière, voilà, en quelques mois, je suis revenu parce que j'ai maintenu ces 3 entraînements-là. Donc après, il faut se fixer des objectifs principaux. Là, moi, l'objectif principal, c'était ma première année de médecine. J'ai mis l'athlète de côté parce que, bon, bah voilà, hein, si on veut réussir la première année de médecine, je pense que c'est vraiment très compliqué de faire du sport de haut niveau à côté. Mais voilà, faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai voulu ça. Derrière, j'ai repris l'athlé. J'ai toujours fait de mes études un objectif principal, mais l'athlé est revenu beaucoup plus haut ensuite en deuxième année. Ouais, donc de toute façon, il faut forcément faire des choix et t'as choisi un peu les études, mais bon, t'as quand même gardé l'athlé sous le bras en limitant les dégâts et en allant courir de temps en temps. Et du coup, maintenant, ça représente combien d'heures de travail par semaine actuellement
en tant qu'interne? Alors ouais, effectivement. Alors déjà, l'athlé a pris beaucoup plus d'ampleur d'année en année. Donc j'ai essayé de quand même augmenter en intensité, en durée et en nombre. Bon là actuellement, je suis à 6. Je suis à 6 entraînements. Donc c'est beaucoup pour les amateurs purs, pour les coureurs qui courent vraiment que pour le plaisir. Mais c'est rien à côté de ceux qui s'entraînent 10-12 fois par semaine. Alors après, moi les 6 entraînements, c'est vraiment beaucoup de qualité. Je fais pas beaucoup de bornes, mais je cours très vite. Dès que je cours très vite, intelligemment tout de même, hein, mais vraiment préserver la qualité. Pour le moment, on s'y retrouve bien au niveau des chronos, ce qui fait que quand moi je fais un entraînement de qualité, je prends vraiment beaucoup de plaisir parce que j'ai toujours des jambes plus ou moins fraîches avec 24 heures de repos derrière. Donc pour le moment, on fonctionne comme ça. Les blessures, j'essaye de passer un petit peu à côté avec les 24 heures de récupération entre chaque entraînement, mais c'est toute une gymnastique effectivement à avoir et à pallier avec mes études, quoi. D'accord. Et du coup, au niveau de ton emploi du temps, à l'hôpital, etc., c'est combien d'heures ça par semaine par rapport à ton emploi du temps? Bah, à l'hôpital, je fais aller en moyenne, on va dire 48 heures. Du coup, des fois, je rajoute des gardes de nuit. Des gardes de nuit, pendant ces 6 mois-là, c'était quand même 14 heures. Donc 14 heures où, on va dire, aller la moitié du temps, je dormais pas. Donc derrière, la récupération est très compliquée. Je faisais 1 voire 2 jours de récupération. Donc souvent, c'était le lendemain de garde, récupération. Et le surlendemain, je faisais des entraînements assez légers parce que j'avais quand même beaucoup de séquelles, surtout musculaires. Et si je voulais pas aller à la rupture, j'avais pas trop le choix que d'écouter mon corps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours fait, hein. J'ai toujours fonctionné sur l'écoute de mon corps et on n'a pas forcément respecté un planning défini. On changeait souvent au dernier moment en fonction de mes sensations. Et je pense que c'est assez primordial de faire ces choses-là parce que on peut avoir un moment de moins bien en fonction des facteurs extérieurs. Et je pense qu'il faut quand même de temps en temps écouter son corps et changer les entraînements, quitte à les enlever totalement. Ouais, il faut toujours rester flexible par rapport, comme tu dis, aux sensations, Exactement. à son corps, etc. Parce que voilà, on n'est pas des robots et on réagit différemment selon les séances. C'est tout à fait ça. Un ordinateur, on peut lui programmer, on peut lui dire de faire des choses pendant 2 mois. Voilà, là, ça, il y aura pas trop de soucis. On fait l'entretien et puis tout va bien. Le corps humain, c'est beaucoup plus compliqué. Je le connais pas beaucoup, mais sur le peu que je le connais, effectivement, c'est une machine très complexe. Et je pense que de programmer comme ça 2 mois à l'avance des entraînements et respecter à la lettre sans faire aucun changement, c'est plus que risqué. Alors c'est risqué dans les deux sens. C'est risqué parce que des fois on est très en forme et qu'on est largement en dessous de ce qu'on pourrait faire avec notre forme. Donc dans ce cas-là, faut un petit peu augmenter l'intensité. Mais dans le cas contraire, comme je le disais, hein, si on va à la rupture, on n'a rien gagné. Bien au contraire, on risque d'être en surentraînement. Et pour sortir du zone rouge, d'une zone de fatigue, c'est vraiment très compliqué et ça peut compromettre les saisons, quoi. Ouais, et c'est marrant parce que ce que tu dis avec la flexibilité au niveau de l'emploi du temps, du planning, enfin, de ta planification d'entraînement, c'est un peu ce que tout le monde subit depuis le confinement et l'annulation des courses, le changement de plan d'entraînement sans cesse. Ben, c'est ça, c'est en fait le Covid. Bon, maintenant, ça fait quand même plus d'1 an que ça dure, donc ça commence à être long, mais c'est une question d'habitude et le Covid fait qu'on s'adapte sans cesse. Donc déjà au niveau des entraînements, parce que au niveau des horaires, on n'avait plus trop le choix. Après, il y a eu l'hiver qui est rentré dedans, donc c'était encore plus compliqué. Mais là où c'est le plus dur avec le Covid, c'est la flexibilité des courses. Généralement en athlée, on a 2-3 pics de forme maximum dans l'année, donc ce qui fait que on va être vraiment performant 1 mois par an, on va dire ça comme ça. Et là, le problème, c'est que les courses où on devait être en forme, eh ben souvent elles sont annulées. Donc moi, ça m'est encore arrivé il y a 2 semaines, c'est que je voulais avoir mon pic de forme pour le mois d'août et viser les JO universitaires. Et ben on m'annonce finalement que c'est annulé. Donc c'est encore une fois une gymnastique à faire pour travailler avec mes coachs finalement où est-ce qu'on peut placer notre pic de forme. Donc voilà, je suis encore dans le flou aujourd'hui. Je sais pas encore où je vais cet été parce que je pense que les JO de Tokyo, ça risque d'être très serré pour moi. Les chronos demandés sont quand même enfin, les chronos sont très durs à atteindre.
atteindre un 27-28 sur 10 000. Je peux pas passer de 28-25 à 27-28 en un an. Donc, je pense que c'est très compliqué. Maintenant, voilà, flexibilité au niveau de la compétition. Comme je le disais, je sais pas encore où je vais cet été. Je pense que ça va se régler un mois avant. Donc effectivement, ça, c'est une nouveauté que tous les coureurs n'ont pas l'habitude d'avoir. Et les amateurs, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour eux parce que ils ont aucune course en point de mire. Donc déjà, pour la motivation, c'est très, très dur. Pour l'envie, pour le bien-être aussi, parce que si on va plus faire son sport, et ben, mentalement, on peut être encore un peu plus usé par ça. Donc, le Covid plus cette chose-là, donc ça rajoute beaucoup de problèmes mentaux, de pathologies, de maladies mentales. Puis, ben, forcément, les performances, je trouve qu'il peut y avoir un petit creux qui se fasse entre les sportifs professionnels et amateurs, puisque les sportifs professionnels continuent à leur rythme, voire augmentent leur rythme parce qu'ils ont peut-être même des fois plus de temps. Et les amateurs ben, ne courent plus beaucoup parce que les objectifs ne sont pas là et que la motivation manque. Ouais, c'est totalement vrai parce que on le retrouve aussi en aviron. Il y a une période, par exemple, où il y avait que les professionnels entre guillemets, enfin les sportifs de haut niveau, qui avaient l'autorisation de ramer et les amateurs, enfin les gens qui sont juste en club, bah ils pouvaient pas. Même actuellement, par exemple, on peut ramer que à une personne, enfin un bateau individuel. Et quand on prépare des compétitions où c'est à plusieurs ou c'est en équipage, bah c'est assez compliqué. Alors que les personnes dans les pôles et les sportifs de haut niveau, oui, eux, ils ont. Ils n'ont pas trop de soucis, ouais. Pour rebondir un peu par rapport à ce que tu disais précédemment sur tes séances d'entraînement, que tu axais du coup plutôt sur la qualité que la quantité, bah, au vu du nombre d'heures que tu avais par rapport à ton travail. Pour toi, c'est quoi le type de séance que tu préfères réaliser et que tu trouves le plus efficace? Alors moi, ça dépend vraiment de l'objectif. Alors là, si maintenant je parle vraiment du 5000, 10 000, donc imaginons même le 10 000, ce que je trouve toujours le plus efficace pour performer en athlée, c'est les séances VMA. C'est vraiment les séances où je trouve que pour moi les plus dures mentalement, parce que enchaîner des fois des 20 fois 400, c'est pas forcément très facile mentalement, parce qu'on commence à les compter. Quand au dixième, physiquement, ça devient un peu dur, mais c'est surtout mentalement où on sait qu'on est que à la moitié de séance alors qu'on a déjà fait 4000 mètres. Mais c'est surtout l'allure qui est importante. Et quand on travaille sur des bases de VMA, on augmente notre VO2 et notre VO2 max, et ce qui permet après dans les footings d'être vraiment à l'aise. Donc je pense qu'il y a deux choses importantes, c'est la VMA, donc vraiment pour moi l'essence les plus importantes, le seuil qui est derrière très important. Donc c'est courir à des durées je sais pas moi, des 3 fois 10 minutes par exemple, à des allures sous-maximales. Je sais pas si moi par exemple, mon allure c'est de 3 minutes au kilo sur un semi-marathon, je vais peut-être courir en 3,05 le seuil, voire 3 minutes. Mais derrière, le combiné des deux est très important. Et puis, ben, après, dans les périodes pré-compétition, de préparation, on peut rajouter des séances spécifiques. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, sur une séance 10 000, une séance type, ça peut être du 1000, 2000, 3000, 2000, 1000 par exemple. Et puis, quand on approche de la grosse échéance, vraiment de l'objectif de l'année, on peut aller jusqu'à 3 fois 3000 par exemple pour se préparer pour un 10 000. Mais là, ça reste vraiment des séances spécifiques. Et pour moi, des séances comme ça se fait vraiment juste avant la grosse compétition. Et ça permet vraiment d'augmenter le pic de forme. Et si on les fait trop tôt, ben, des fois, on peut être grillé. C'est là où vraiment le travail du coach va être très, très important. C'est de gérer vraiment ces pics de forme en fonction des entraînements. Donc, les entraînements vont être plus ou moins durs en distance, plus ou moins durs en intensité. Pour moi, les deux coachs que j'ai, donc Anthony et Dom, font un travail formidable puisque depuis de nombreuses années, j'arrive toujours plus ou moins à répondre présent. Alors avec mon niveau, hein, c'est sûr que j'ai jamais fait de titre au championnat d'Europe ou au championnat du monde, hein, c'est pas du tout ça. Mais à mon niveau, j'ai toujours réussi quand même à avoir plus ou moins une forme dans les grosses échéances. Et c'est de par justement ces séances VMA, ces séances spécifiques qui sont placées au bon endroit, où la distance est très bien, les récupérations aussi, progressent sur tous les domaines. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je progresse. Parce que par exemple, sur une séance VMA, je commence tout doucement à augmenter les distances, à pincer la récupération et aller un peu plus vite en allure. Donc il y a vraiment trois modes à travailler.
Et les 3 modes-là, je suis en train de les travailler depuis des années. Et ce qui fait que quand je regarde mes entraînements par rapport à il y a 3 ans, je me dis, ah oui, la récupération était beaucoup plus longue. Ou alors je me dis, les distances étaient beaucoup plus courtes ou les allures moins vite. Mais en tout cas, c'est là-dessus que je travaille beaucoup, quoi. Ouais, donc tu gardes toujours la notion de progressivité, comme on le dit. Donc, quand on est dans un cycle, par exemple VMA, on va petit à petit augmenter les intervalles, le nombre d'intervalles, le temps, diminuer la récupération, comme tu le dis, et puis à force, au final, peut-être que le cycle suivant, on va augmenter la vitesse parce que notre VMA, elle a augmenté, notre VO2 max a augmenté, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc il y a toujours des choses à faire, hein. Alors après, la récupération, forcément, au bout d'un moment, on peut pas aller à 10 secondes de récup sur chaque 400. Mais bon, ça se travaille petit à petit. Et là, en ce moment, je suis plutôt, par exemple, à 45 secondes de récup entre chaque 400. Donc voilà. Avant, je sais qu'il y a 2 ans, par exemple, c'était plutôt 1 minute. Ça fait quand même un quart du temps, donc c'est pas mal. Et c'est là-dessus que je travaille sans cesse. Et malgré mon nombre d'entraînements qui reste à 6 depuis 3-4 ans, c'est sur ces domaines-là que je progresse et c'est pour ça qu'en course, le temps diminue progressivement. D'accord. Et donc, pour info, c'est quoi tes valeurs de VMA et VO2 max? Alors les valeurs de VO2 max, je les connais pas forcément. Alors j'avais fait un test d'effort, je sais plus le chiffre exact, je pourrais plus le dire. En tout cas, moi ma VMA, c'est autour de 2,40 au kilo. Je pense que c'est vraiment ma VMA en forme. Donc si vraiment je suis dans une grande forme, je vais aller du 1,3, 1,4 au 400, donc sur des distances de 8000 mètres par exemple. Après ça va dépendre de plein de choses, mais je pense que ma VMA, voilà, c'est 2,40, ouais, au kilomètre, ouais. Ça rend des séances vraiment impressionnantes. Et du coup, étant donné ton faible volume, est-ce que tu as le temps quand même d'ajouter d'autres sports comme, je sais pas, le vélo ou la musculation par exemple à ton entraînement? La musculation, alors cet hiver, c'était très compliqué parce que d'habitude, j'en faisais un petit peu. Alors, j'en ai jamais vraiment beaucoup fait et je pense que c'est vraiment le gros point faible que j'ai dans tous mes types d'entraînement. Je suis vraiment loin d'être le meilleur à l'entraînement. Donc, même dans mon groupe, hein, je suis vraiment pas bon. C'est en musculation, en abdos-gainage. Donc, ça, c'est vraiment un gros point à travailler. Et donc, ça, d'un côté, c'est très mal, mais de l'autre, je sais que j'ai beaucoup de points où je peux progresser. Après, les séances de vélo, j'en fais que très rarement en récupération parce que ça prend plus de temps et que quand on s'entraîne 6 fois par semaine, je pense que on peut se permettre de courir les 6 fois. Après, les autres sports, j'aime vraiment en faire, mais c'est vraiment dans des périodes creuses, voire des périodes d'off. Donc, c'est-à-dire en été, quand je fais mes 3 semaines d'off, je fais les autres sports dans ces 3 semaines-là. Mais tout ce qui est ski, par exemple, ça fait 6-7 ans que j'en ai pas fait parce que dans les périodes de février-mars, il y a toujours de gros objectifs, que ce soit les championnats de France en salle ou les championnats de France de cross. Donc, il y a certains sports qui sont délaissés malheureusement au dépit de la course à pied, mais après, c'est un choix que j'ai fait. Et si je veux atteindre mes objectifs, j'ai pas trop le choix. Donc, je me donne tous les moyens et je vais pas risquer de me blesser sur un sport que j'ai pas l'habitude de faire, donc le foot, même les sports de raquette ou le ski par exemple. Donc c'est un choix personnel, mais je pense que si des personnes travaillent ou du moins prennent du temps pour t'entraîner ou pour mettre en place des choses, donc que ce soit mes entraîneurs ou clubs ou autres, je pense que ce serait vraiment pas à leur dire merci de se blesser sur un sport, sur un autre sport. Donc je pense que c'est aussi une question de respect, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est un peu au même titre que des fois on entend dire que tel footballeur dans son contrat, il a pas le droit de faire de sport extrême ou quoi pour pas se blesser. Je trouve que c'est tout à fait normal parce que bon, d'autant plus les footballeurs qui gagnent des millions, je pense que la moindre des choses, c'est vraiment de tout faire pour leur club, pour leur ramasser le plus de victoires, le plus de points possible. Voilà, c'est dans les sports professionnels où on commence à gagner de l'argent, je pense que c'est tout à fait normal et je comprends les employeurs qui puissent faire des clauses comme ça. Ouais, c'est sûr. Et par rapport à un sujet qui est la récupération, on entend souvent dire que le sport de haut niveau, c'est pas compatible avec quelqu'un qui travaille à 35 heures dans un travail normal. Alors toi, en travaillant quasiment 50 heures avec des semaines chargées, comment ça se passe pour enchaîner les séances malgré la fatigue? La récupération, c'est vraiment un gros point faible de ces 6 derniers mois. J'avais beaucoup. Alors, quand je disais que les 6 entraînements, j'avais de bonnes jambes, c'était surtout avant mon stage des urgences. Parce que pendant mon stage là, des 6 mois, j'avais beaucoup de jambes lourdes, hein. Quand on reste debout ou quand on cavale
toute la journée pendant 10 heures, forcément, ben, les jambes sont un petit peu usées. Donc, ça donne quand même une pré-fatigue. Après, la récupération, moi, j'ai jamais vraiment fait de cryothérapie, de kinésithérapie, tout ça. Tout simplement, je dormais, je buvais beaucoup. Donc au boulot, je faisais vraiment que ça, je faisais que boire. Et puis j'adaptais l'entraînement à ma fatigue. Ce qui fait aussi que j'ai changé tout mon plan d'entraînement. Encore une fois, hein, c'est la flexibilité. Je me suis rabattu sur le 3000 mètres cet hiver aussi parce que il y a beaucoup de qualité dans le 3000 mètres et peu de quantité. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la récupération, on en a besoin un petit peu moins. Quand on enchaîne des séances de semi-marathon comme j'avais pu le faire en août dernier, la récupération n'est quand même pas tout à fait la même que dans une séance SP 3000. Après, j'ai pas forcément eu de remède miracle pour la récupération. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des bottes de pressothérapie que j'utilise quand même pas mal. Mis à part ça, il y a pas grand-chose d'autre que j'ai fait de spécial parce qu'encore une fois, aller chez le kiné, ben, il faut prendre des rendez-vous, il faut y aller. Donc c'est quand même une perte de temps, surtout avec un emploi du temps comme ça. Donc j'ai préféré tout miser sur la pressothérapie, le sommeil, l'alimentation et l'hydratation. Ouais, je pense que tu as fait un bon choix de tout miser sur, bah, comme on dit un peu, les trois bases de la récupération qui sont bah, le sommeil, la nutrition et l'hydratation. J'aime bien dire souvent que s'il y avait le meilleur dopant du monde qui existait, bah, ça serait du sommeil qu'on pourrait injecter. Mais bon, on n'y est pas encore là. Il y a plein de bonnes choses qu'on pourrait avoir. Après, je pense que dans la récupération, il y a plein de choses qui peuvent jouer, hein. Bon, si ce n'est les trois facteurs qu'on a dit là, mais les facteurs qui sont propres à chacun aussi. Peut-être qu'une autre personne se serait blessée avec mon emploi du temps, ça, je sais pas. Peut-être qu'une autre personne serait tombée en surentraînement. Peut-être que, voilà, ça, je peux pas dire si c'est intrinsèque à moi ou si parce que j'ai fait effectivement le pilier de la récupération, je l'ai bien respecté. En tout cas, pour moi, ça a marché. Donc, si je devais avoir un autre stage prenant comme celui-ci, je vois pas pourquoi je devrais changer mes habitudes si ça marchait cet hiver. Ouais, c'est clair que si ça a marché, vaut mieux pas, pas essayer autre chose et rester sur des bases solides, quoi. Et du coup, c'est toi qui gères ou t'es encadré au niveau de la nutrition? Au niveau de la nutrition, non, je gère moi-même. Alors, je viens quand même d'une campagne où on va dire que les produits sont plus ou moins bio. Donc, l'élevage par mes oncles des animaux, le jardin, le miel par mes abeilles, de mes parents et de mon frère, enfin de mon père, de mon frère. Donc il y a quand même plein de produits, on va dire, qui viennent de chez moi. Après, c'est vrai que la semaine, quand je mange à la cantine, enfin la cantine de l'hôpital, forcément, c'est des produits transformés, mais j'essaie quand même au maximum de manger ces produits-là parce que c'est pas transformé, parce qu'il n'y a pas de pesticides, parce que je sais d'où ils viennent. Et je pense que ça, c'est très important aussi que d'acheter les vieux poulets à 2 euros, que d'acheter des légumes avec plein de pesticides. Et donc voilà, moi je pense qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de vrai remède, hein. C'est une nutrition saine pourrait suffire. Alors après, si je m'entraînais 12 fois par semaine, forcément, il faudrait que je fasse beaucoup plus d'efforts au niveau de la nutrition. Alors peut-être prendre des boissons récupération à faire soi-même toujours. Moi, je privilégie toujours les boissons à faire soi-même. Donc, que j'ai déjà des petites bases avec des épices, avec du citron, avec j'ai du bicarbonate de soude. J'avais essayé plein de petites choses. Donc, il faudrait peut-être que je reprenne tout ça si jamais, effectivement, je montais en nombre d'entraînements. En tout cas, là, avec les 6 entraînements, pour le moment, ça passe très bien. La nutrition, pour le moment, me convient très bien. Mon corps aussi a l'air de l'accepter. Maintenant, voilà, à voir à l'avenir si je m'entraîne plus. Ouais, ça risque sans doute d'évoluer si ouais, par la suite tu te professionnalises encore plus dans l'athlétisme. Enfin, en tout cas, si tu augmentes encore plus le volume. D'ailleurs, par rapport à ton volume d'entraînement, c'est quoi les techniques que tu utilises justement pour calculer cette charge d'entraînement? Peut-être la variabilité de la fréquence cardiaque, le suivi du volume, l'intensité avec la fréquence cardiaque. Non, pour le moment non plus. J'ai tout à la sensation, tout à la sensation. Je manque vraiment de professionnalisme là-dedans. C'est que je fais tout à l'écoute de mon corps. Alors effectivement, la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est une chose quand même qui pourrait quand même m'ouvrir l'esprit parce que ça peut peut-être prévenir un surentraînement, prévenir une fatigue. Maintenant, comme je dis, je suis peut-être un peu trop cartésien de ce côté-là, mais moi, avec les 6 entraînements, ça a toujours marché comme ça. Donc j'ai du mal en fait à essayer d'autres choses
d'autant plus si c'est contraignant. Je préfère me fier à moi-même et à ce que j'ai toujours fait. Alors, encore une fois, si vraiment, maintenant, je pense que dans 1 an et demi, si j'ai tous les accords pour pouvoir effectivement m'entraîner beaucoup plus et me consacrer au sport, je pense que je changerai énormément de choses. Mais ces choses-là, je vais les changer progressivement. Et là, je vais essayer déjà des boissons de récupération. Je vais essayer tout doucement de jouer sur plein de choses. La variabilité de la fréquence cardiaque, je vais l'essayer aussi. Donc, je l'avais essayé 1 mois, mais avec les nuits au niveau des stages, de mon stage, c'est pas très cohérent parce que forcément, quand on fait une nuit de 14 heures, tout est chamboulé. Donc, la variabilité de la fréquence cardiaque n'indique pas forcément ce qu'on voudrait. Mais quand maintenant j'ai des horaires beaucoup plus réguliers, beaucoup plus régulières, pardon, et quand j'ai un rythme de vie beaucoup plus sain, donc ce que j'espère avoir ça pendant les 6 prochains mois, là effectivement, je pense que je vais essayer la variabilité de la fréquence cardiaque pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je regarderai en aucun cas les résultats, donc je laisserai tout mon coach regarder avec celui qui analyse ma fréquence. Parce que je pense que mentalement, ça peut jouer sur les entraînements, de savoir que voilà, ma variabilité n'est pas bonne aujourd'hui. Alors, ça peut me bloquer, ça peut me brider mentalement. Donc, je pense que ça peut être aussi ça peut avoir un effet négatif. Mais au moins analyser en aval d'une blessure, en aval d'une fatigue qui s'installe, savoir si effectivement c'était cohérent ou pas. Et dans ces cas-là, travailler avec ça à long terme. Ouais, justement, moi j'ai réalisé un suivi de la variabilité de la fréquence cardiaque sur un rameur de haut niveau qui est en équipe de France maintenant. Et on faisait la même technique, c'est-à-dire que lui, il regardait pas les résultats et en gros, c'est moi qui a modifié, on va dire, les entraînements qui arrivaient en fonction des résultats de la variabilité de la fréquence cardiaque. Mais lui, en aucun cas, il avait accès aux résultats. Ben, c'est ça, moi je dis toujours que dans l'athlète, il y a les 60% dans la tête. Donc si avant une grosse compétition, on met la ceinture et qu'on voit que la variabilité n'est pas bonne, on peut peut-être descendre ce seuil de 60 à 55 et c'est toujours 5% de perdu. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours dit que si jamais ça devait se faire, je voudrais absolument pas regarder les résultats. Par contre, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que moi j'ai pas encore vraiment regardé je me suis pas encore renseigné à 100% sur les paramètres de ces choses-là, mais c'est quand même quelque chose dont j'aimerais un petit peu savoir les aboutissants de cette technique, c'est-à-dire d'avoir des cours sur la variabilité de la fréquence cardiaque pour que je comprenne exactement ce qu'on recherche, exactement ce qu'on trouve, les résultats, les corréler à quel facteur, etc. Donc, je pense que si jamais je devais me mettre à fond dans ça, et il faudrait que j'ai des petits cours en amont pour un petit peu apprendre dans ce domaine. Ouais, et puis il y a des thèses vachement intéressantes sur ce sujet qui sont disponibles sur Internet et ça permet d'en apprendre beaucoup par soi-même. C'est ça, c'est ça. Et puis après, analyser un petit peu les thèses qui sont faites. Alors, est-ce qu'il y a des biais dans ces thèses? Est-ce que c'est vraiment fiable pour savoir si vraiment c'est un bénéfice prouvé ou pas au niveau scientifique, quoi. Pour pas que je me lance trop dans le vide et dans le superflu, quoi. Ouais, voilà. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as parlé juste avant en parlant d'avenir. Donc actuellement, tu es sportif de haut niveau, mais pas professionnel. Du coup, tu as dit que tu comptais peut-être te mettre à plein temps dans ta carrière à l'avenir. Alors c'est un projet qui est en train de se monter. Alors voilà, les JO maintenant c'est dans 3 ans, les JO de Paris. C'est une fois tous les 100 ans, donc chez nous, en espérant que le Covid d'ici là soit parti ou du moins soit neutralisé pour une bonne partie. Mais je pense que c'est quelque chose d'unique dans une vie de sportif. C'est un peu le Graal, hein, c'est un peu la Coupe du Monde pour les footballeurs, c'est un peu ce que tout le monde recherche à vivre. Donc je me dis bon bah voilà, si vraiment j'ai les autorisations, pourquoi pas tenter une ou 2 années à plein temps dans le sport. Alors toujours garder un œil dans la médecine pour pas que je décroche totalement et que je garde quand même un petit, comment dire, un petit passe-temps pour évacuer de l'athlé. Mais je pense que c'est une chose envisageable. Alors maintenant, comme dit, j'ai pas encore toutes les autorisations, mais je pense que c'est très bien parti. J'attends de voir les dernières choses, puis voir ce que ça peut donner. Ouais, surtout que enfin, quand on voit tous les axes de progression que tu as du fait de ton emploi du temps et de ton rythme de vie, ça pourrait encore te permettre de franchir plusieurs paliers et d'arriver au plus haut niveau pour les Jeux en France, dans notre pays. Bah, ça, c'est aussi une chose que j'ai envie de voir, c'est de voir à quel point je peux progresser si je progresse. Voir si
si mon corps serait adaptable à un niveau d'entraînement beaucoup plus élevé, serait adaptable au mode de vie aussi, parce que le mode de vie d'un sportif professionnel n'est pas du tout le même qu'un sportif amateur ou semi-pro. Donc ça aussi, je pense que ça doit pas être évident, parce que qui dit professionnel dit ben forcément il y aura pas de petit écart de possible, hein, ou alors vraiment de mini écart au niveau de la nutrition, de temps en temps se faire plaisir, mais dans l'idée générale, ce serait vraiment de faire très attention à tous les à côté de la course à pied. Et ça, je pense que ça va vraiment pas être évident. Mais encore une fois, je pense que ça peut vraiment m'être bénéfique. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de domaines où je peux progresser. Et ce sera vraiment dans ces domaines-là qu'il faudrait que je fasse le maximum d'efforts, même si c'est les domaines les plus durs à travailler. Mais on sait où on peut travailler, et c'est déjà pas mal d'avoir cet axe-là, quoi. Et par rapport aux Jeux de Paris, tu as déjà une idée de la distance, si tu resterais sur piste ou si tu monterais par exemple sur marathon vu la densité qu'il y a en France sur cette distance actuellement? Je sais pas trop. Alors du coup, je pense que la prochaine année va être déterminante dans mon choix. Je pense que là, je vais faire déjà un 10 000 samedi soir, voir déjà où j'en suis un petit peu dans ma préparation. J'espère faire un autre 10 000 cette année pour viser un bon chrono. Et en fonction de ce bon chrono, déjà, je vais avoir une idée de l'intervalle qu'il y a entre les minima et mon chrono. Ensuite, on verra. On verra si je vais refaire un semi-marathon très probablement fin d'année, et je vais bien borner cet été. On verra si je me lance dans le marathon prochainement ou pas, ou si je reste sur le 10 000, mais en tout cas, pour le moment, c'est pas encore défini. Je suis actuellement en train de quand même de faire plus de kilomètres que les précédentes années. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour faire un marathon dans un an? Je sais pas. En tout cas, je laisse la porte ouverte aux deux disciplines, et j'ai pas encore fait mon choix. Et puis bon, après, on verra. Ça va dépendre de plein de facteurs. Et au moins, je suis pas bridé, je suis pas fermé sur une discipline. Il y a quelque chose aussi par rapport à tout ça, à ton travail et ton sport à côté qui m'intrigue. Comment tu fais pour garder cette motivation de t'entraîner? Et est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent et qui travaillent aussi, qui font sans doute peut-être aussi 35 heures, enfin, même si toi tu fais quand même relativement plus d'heures, mais qui travaillent à côté, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour rester motivé à s'entraîner, même s'il n'y a pas forcément énormément d'objectifs cette année? Pour garder la motivation, bah, alors si je parle de moi, hein, avec mon emploi du temps, c'est les objectifs. C'est vraiment les objectifs. Alors moi, par exemple, hein, durant le dernier confinement du mois d'avril, il n'y avait pas forcément de courses de prévues. D'ailleurs, j'en ai pas fait du mois d'avril au mois d'octobre, si je me trompe pas. Donc moi, ce que je m'étais fixé comme entraînement, c'était vraiment, comme objectif, c'était vraiment faire un 30 bornes. Donc j'ai pris mon tapis de course, j'ai fait 30 bornes sur le tapis, donc un entraînement très très difficile. Mais voilà, je voulais savoir si j'étais capable de faire un 30 bornes et sur quelle allure. Donc j'étais plutôt satisfait de moi d'ailleurs. Et voilà, j'étais content. Donc fixer des objectifs. Alors des objectifs non officiels, c'est forcément plus dur pour la motivation et pour s'entraîner dur. Maintenant, voilà, en attendant des meilleurs jours, il faut quand même maintenir un niveau pour que quand les portes seront de nouveau ouvertes aux compétitions, on soit prêt à courir. Parce que je pense que tout le monde n'attend que ça. Et ce serait dommage si demain on vous dit, voilà, bah, la course, il y aura une grosse course dans un mois, vous pouvez courir, qu'on soit pas prêt physiquement, ce serait vraiment très dommage. Donc, garder la motivation, même si maintenant ça fait long, hein, ça commence à faire plus d'un an, mais gardez toujours cette motivation et fixez-vous des objectifs à court terme. Je sais que moi, dans mon club, par exemple, dans mon groupe d'entraînement de Sarreguemines, ils se sont fixés un 10 km non officiel la semaine prochaine. Donc, ils ont mesuré un parcours, et puis donc tout mon groupe va partir. Alors forcément par vague, hein, pour pas que ça brasse trop de monde, mais ils se sont fixés comme objectif ce 10 bornes non officiel. Donc tout le monde est content de le faire. Alors forcément le chrono derrière, il sera juste sur la montre et il sera pas sur les papiers de la fédération, mais en tout cas voilà, c'est un objectif à court terme pour que derrière, si on leur dit voilà, il y a une compétition d'organiser, vous pouvez la faire, les amateurs sont de nouveau autorisés à courir, et ben qu'ils puissent de nouveau être performants et être heureux. Donc c'est pas évident, mais c'est faisable. Et c'est ce que j'avais fait l'année dernière d'ailleurs. Ouais, voilà, au final, au niveau des amateurs, c'est ceux qui auront su garder la motivation qui seront les plus performants à la reprise, et ceux qui auront pas su
garder un entraînement constant et régulier, au final, ils auront perdu plus qu'un an parce qu'il faudra qu'ils reviennent à leur niveau d'avant. C'est ça, c'est ça. Alors après, je comprends bien, c'est pas évident, hein. Je dis pas du tout ça parce que les sportifs amateurs, moi je sais que chez moi, ils visent beaucoup, par exemple les 10 kilomètres de Sarreguemines. Alors on les annule une fois, ben ils se rabattent sur autre chose, mais on les annule une deuxième fois. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Alors certains perdent même goût à la course à pied. J'espère. Alors j'ai vraiment une grande peur. Moi, c'est que quand les courses reprendront, qu'on aura beaucoup moins d'inscrits parce que la plupart seront devenus sédentaires et beaucoup de gens se démotivent parce qu'ils ont plus le niveau et il y en a beaucoup qui reviendront plus jamais. Donc c'est pour ça il faut vraiment persévérer. Déjà pour votre santé, je vais pas vous faire tout un cours sur l'activité physique et la santé, mais en tout cas rien que pour la santé c'est vraiment super bien et derrière ben pour votre morale aussi. Hein, je pense que bon après le moral fait partie de la santé, mais pour le moral c'est très important et ça permet d'être en harmonie avec votre boulot et avec votre humeur et votre bien-être. D'accord, du coup, on va garder ce petit conseil et on le recommande à tous nos auditeurs qui nous écoutent, bah, de se fixer des objectifs et de se dire aussi qu'il y a un côté santé dans tout ça. Et du coup, on te remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé avec nous. C'était vraiment hyper intéressant et super sympa. Merci à vous en tout cas, c'était un bon petit moment et voilà, si jamais quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Ouais, et on recommande à tout le monde du coup d'aller lire l'article que l'équipe ils t'ont accordé récemment. Et également, pour ceux qui veulent en savoir plus, allez écouter le podcast de Tempo Run Club où ça parle vraiment bien de toi et ça permet d'encore mieux te connaître. Merci à vous en tout cas. Et on te souhaite le meilleur pour ce 10 000 ce week-end, si j'ai bien compris, et pour la suite. Merci. On verra ce que ça peut donner. Ouais, allez, salut. Au moment où nous publions ce podcast, le 10 000 mètres évoqué par Yann comme son prochain objectif a déjà eu lieu. On y a assisté à une superbe course où il a pris la seconde place en 28 minutes 22 derrière François Barrère et ses Mehdi frères qui complètent le podium. Ils sont donc tous les trois qualifiés pour la Coupe d'Europe de 10 000 mètres à Birmingham où ils tenteront de réaliser les minima olympiques sur 10 000 mètres. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcasts et Spotify et en vidéo sur YouTube et Instagram. Et pour les infographies sur les sciences du sport, c'est sur Instagram que ça se passe. Allez, salut et entraînez-vous.